Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du troisième match de la saison de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais en déplacement à Nice. Un déplacement très délicat puisque on n'a quand même pas un grand historique de victoire chez les Aiglons. Et en plus, bien évidemment, on est dans une situation un peu tendue avec deux défaites lors des deux premiers matchs et notamment la défaite vraiment lamentable face à Montpellier. Des absents, des blessés, des suspendus, un coach contesté, alors pas trop sur ma chaîne, mais alors ailleurs, je suis le dernier village qui continue à donner sa chance à Laurent Blanc et d'attendre de voir ce qu'il va faire avec une équipe au complet et un mercato conforme à ses attentes. Néanmoins, évidemment, se déplacer à Nice, ce n'est pas simple, même si, bon, comme je m'y étais engagé avant le début de la saison, quand j'ai présenté mon dispositif, j'essaye donc vraiment de faire l'effort de regarder les matchs de nos adversaires pour pouvoir vous les présenter de la meilleure des manières. Donc j'ai regardé les deux premiers matchs de Nice, premier à domicile face à Lille et ensuite déplacement à Lorient. Bon, je dois vous dire que ça ne m'a pas énormément impressionné, surtout dans le premier match face à Lille, où vraiment, on va regarder dans quelques instants l'attaque momentum, et vous allez voir que Nice à domicile, franchement, c'était très passif. À Lorient, c'était mieux, mais là, pour le coup, je trouve que c'est Lorient qui est très très faible. Et donc Nice s'en sort avec 2 points finalement, 2 fois un partout. Rien de très emballant, mais quand même cette équipe a de la qualité dans l'effectif. Un nouveau coach, Farioli, qu'on ne connaissait pas et qui est présenté lui aussi comme un génie du foot. Il faut savoir que tous les entraîneurs étrangers sont présentés comme des génies du foot par les médias français. On en a connu, Silvino, Peter Bosz, effectivement, ils nous ont emmenés très très loin. Donc il n'y a pas à dire, prendre un entraîneur étranger, c'est la garantie du succès, il faut le savoir. Donc on va regarder rapidement déjà les résultats de l'OGC Nice et l'effectif. Alors premier match à domicile face à Lille, alors vous voyez là c'est Nice en vert. Donc une équipe qui, à domicile, s'est fait totalement dominer. Ils avaient plutôt bien commencé le match et c'est même eux qui ouvrent le score. Lille, comme d'habitude, équipe extrêmement peu réaliste, mais qui a fini par égaliser en toute fin de match. Mais vous voyez que la production niçoise n'était pas franchement impressionnante. Cette équipe joue en 4-3-3, très traditionnel, comme nous d'ailleurs. Terem Moffi avait été titularisé lors de ce match, ce qui n'a pas été le cas lors du deuxième match, ce qui m'a un petit peu étonné. Et dans quelques instants, on va regarder donc un peu la composition de cette équipe. Alors à Lorient, scénario inverse, vous voyez, Lorient, on se demande même quand on voit ça comment ils ont pu mettre un but, mais enfin bon bref. Donc grosse domination niçoise. Comme je l'ai dit, Moffi n'était pas titulaire, ce qui m'a beaucoup étonné. Evan Guessant, donc un jeune joueur qui d'ailleurs a marqué, donc là pour le coup bon choix du coach. Et là encore un 4-3-3. Alors en défense on retrouve des joueurs qu'on connaît très bien désormais. Donc Youssef Attal à droite, Melvin Barr, donc ancien Lyonnais à gauche, Dante qui approche ou qui a dépassé les 40 ans, mais bon qui fait toujours le taf. Rosario a joué, mais ce sera peut-être Todibo qui sera présent. Je ne sais pas, je n'ai pas la composition de l'effectif de Nice pour le prochain match. Au milieu de terrain, là on retrouve quand même des joueurs de qualité, notamment Morgan Sanson que Laurent Blanc voulait à l'OL, mais apparemment veto de Mathieu Louis-Jean qui vous préférait développer Mohamed El Arouche. Et un de mes joueurs préférés, Kefren Thuram, vraiment milieu box-to-box dont je rêve à l'OL, dont je m'étonne de voir qu'il est encore à Nice. On parlait de lui à Liverpool cet été. Finalement ça ce n'est pas fait, enfin vous me direz, le mercato n'est pas encore fini, mais bon, Kefren Thuram, clairement,
c'est un joueur qui est surdimensionné pour cette équipe de Nice. Donc en attaque, Gaëtan Laborde, qu'on connaît bien, joueur dynamique, plutôt efficace. Diop, qui n'a pas été bon du tout dans le dernier match, mais qui est un ailier assez rapide. Donc une équipe, on va dire, assez cohérente, qui manque quand même de fantaisie, qui manque de génie. Bon, est-ce qu'un effectif de l'Olympique Lyonnais, on va dire, décimé, peut ramener quelque chose de Nice? Je l'espère, je le crois. On va quand même bien se réveiller à un moment donné. Et on va voir que finalement, malgré nos absents, l'OL peut quand même présenter une équipe qui tient à peu près la route. Après, l'effectif c'est une chose, l'engagement évidemment c'en est une autre. Si on met les mêmes ingrédients que contre Montpellier, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Mais on peut espérer que les joueurs qui se font défoncer un petit peu partout dans la presse, où beaucoup nous voient finir même au-delà de la 10e place, certains nous voient jouer le maintien, on pourrait quand même espérer une réaction d'orgueil de la part des joueurs. Alors vous les abonnés, je vous ai sondé ce matin donc pour savoir un petit peu votre pronostic sur le match, et force est de constater que l'optimisme n'est pas de rigueur, puisque vous êtes majoritaire. Alors 51%, c'est pas beaucoup au-dessus de la majorité, mais c'est quand même majoritaire à penser que Nice va s'imposer. 23% pensent à un match nul et 26% pensent à une victoire. Certains m'ont dit dans les commentaires, je mets victoire mais je n'y crois pas, donc on ne peut pas dire qu'on y va avec un optimisme débordant, mais bon, je le comprends. Mais moi j'ai regardé cette équipe de Nice et franchement j'ai trouvé ça très très moyen. Alors vous allez me dire, oui mais nous on est nuls en ce moment, ce qui est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais malgré tout, je pense que finalement les deux équipes sont assez proches. Et j'espère vraiment un sursaut d'orgueil de nos joueurs. Si ce n'est pas le cas, ce sera vraiment à désespérer de tout. Alors, je vous ai consulté aussi cette semaine pour essayer d'envisager le 11 majeur. Alors déjà, vous avez opté pour un 4-3-3. Bon, c'était très serré. Certains pensaient même à 3 défenseurs. Finalement, vous pensez à 4 et je pense que vous avez raison, tout simplement parce que le retour de Clinton Mata, évidemment, donne quand même plus d'assises à cette défense. Vous avez été très nombreux à souhaiter que Shkelly Alvero soit titulaire en sentinelle et je suis d'accord avec vous. On a envie de le voir. C'est vrai que moi, en préparation, on ne m'a pas tellement impressionné. En plus, il a raté les 2 premiers matchs car il était suspendu. Mais bon, moi j'attends de voir Alvero. Alors oui, il fait 2,2 m, il est costaud, il a quand même un peu de pied, mais bon, comme je l'ai dit, je l'ai vu faire des contrôles un peu suspects. Donc bon, j'attends de voir. Devant lui, on va retrouver en relayeur Tolisso et Cacré. Bon, on ne peut pas dire qu'ils nous satisfassent, mais bon, pour le moment, sur le banc, on n'a pas forcément mieux. Certains aimeraient bien voir Mohamed El Arouche, mais je pense que ce ne sera pas du tout le cas. Laurent Blanc a besoin de prendre des points, donc il va jouer la sécurité. Et en attaque, eh bien Bradley Barcola. Alors bon, je me suis exprimé sur Bradley Barcola. Certaines personnes ne veulent rien comprendre à ce que je dis, ne veulent rien comprendre à ce que Hugo Guimet dit, ne veulent rien comprendre à ce que Vincent Duluc dit. Ils ne disent pas que Bradley Barcola ne va pas partir. Ils disent que lors de la réunion de vendredi, il n'a pas demandé à partir. Et Hugo Guimet a dit qu'il a interrogé tous les participants à cette réunion et qu'ils ont tous dit que Bradley Barcola n'a pas demandé à partir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas partir. Son agent, vous le savez, Jorge Mendes, œuvre énormément en sous-marin ou à visage découvert, là pour le coup. Mais pour le moment, le PSG n'a rien à nous proposer qui nous satisfasse. Donc il est normal que l'Olympique Lyonnais dise « Gardez vos joueurs du loft, vos Draxler et compagnie, on n'en a rien à la carrer. Gardez votre Garbi, là. Garbi, moi j'aime bien, il y a des gens qui me disent « Ah, on n'a qu'à prendre Garbi. Et Garbi, c'est 0 but, 0 passe en Ligue 1. » Vous voulez échanger avec Barcola qui a fait 6 buts et 9 passes décisives en 6 mois. Non mais il faut être sérieux un peu. Donc Barcola, l'OL,
pourraient en obtenir peut-être 40 ou 50 millions, mais s'ils en obtiennent 40 ou 50 millions aujourd'hui, ils en obtiendront 40 et 50 millions dans un an, et peut-être même encore plus s'il fait une grosse saison. Donc on arrête de me casser les pieds avec cette réunion. Personne ne dit qu'il ne va pas partir. Moi je pense que l'OL n'a pas intérêt à le faire partir, tout simplement parce que le PSG n'a rien à nous offrir qui nous satisfasse. L'argent, on ne peut pas l'utiliser, donc je ne vois pas pourquoi on prendrait un argent de transfert alors qu'on ne peut pas remplacer le joueur. Et les joueurs qui pourraient proposer, soit sont déjà partis, comme le défenseur central Habib Diallo, qui aurait pu nous intéresser, et Kitike, éventuellement, bon, même si lui préfère aller jouer en Angleterre. Donc peut-être qu'il va partir, je n'en sais rien. Je n'en sais rien s'il va partir, mais pour l'OL, ce serait une décision ridicule. Son intérêt à lui, on s'en fout. Il a 3 ans de contrat, s'il n'est pas titulaire à l'OL, personne ne parle de lui. S'il était parti en prêt à Saint-Gilles en D2 Suisse, personne ne parlerait de lui. Donc on arrête de dire n'importe quoi sur Barcola. Et surtout, ce qui me déplaît, c'est qu'il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux pour quelque chose qu'il n'a pas demandé lors de cette fameuse réunion. Et ça, ce sont des fake news colportées par Fabrice Hawkins qui, de ce point de vue-là, réalise un travail absolument scandaleux. Et évidemment, il ne sera sanctionné par personne. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est les médias d'aujourd'hui. Donc on va passer à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Barcola, Cherki. Alors Cherki, je l'ai mis dans l'aile, mais on peut très bien imaginer qu'il soit ici. Et d'ailleurs, si vous regardez sa heatmap, quand on joue en 4-3-3, il n'est pas ici, il est plutôt ici. Donc on peut très bien imaginer qu'il revienne dans une sorte de 4-3-1-2, donc avec Cherki beaucoup plus au milieu, Kadewere devant avec Barcola. Alors Kadewere, à mon avis, plutôt du côté droit et Barcola du côté gauche. Bon, ça, on verra bien. Mais donc, cette équipe, au final, avec une défense quand même nettement meilleure, parce que vous connaissez mon opinion sur Koumbedi. Donc, Mata, Kaletachar, Diomande, Tagliafico, c'est pas génial, mais disons que ça peut faire l'affaire. Là, en plus, ils ont un Alvero qui couvre énormément de terrain, donc qui peut rattraper les bourdes. Bon, Ryu, qui évidemment nous fait très peur, ça on va pas se le cacher, il nous coûte 2 buts dans les 2 derniers matchs. De toute façon, on est à 0-0 et il file un but gratuit à l'adversaire et on se retrouve en difficulté. Tolisso, alors bon, il n'a pas joué pendant 2 semaines, donc je pense qu'il aura de l'énergie, en tout cas c'est à espérer. Et Cacré nous doit une revanche. Cacré, il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait, notamment dans le dernier match. Je rappelle qu'il a été, je crois, décisif 5 fois sur les 8 derniers matchs, soit en marquant, soit en donnant une passe D. D'ailleurs, c'est lui qui donne la passe D à Tagliafico à Strasbourg. Cherki également doit faire mieux. Barcola doit se sortir les doigts de là où je pense. Et Kadewere aurait une chance vraiment unique de se montrer si c'est lui. Si c'est Amin Sarr, ce qui est possible aussi, lui aussi aura une chance de se montrer avant le match du PSG où Lacazette sera à nouveau absent. Alors, je sais que j'ai l'air un peu énervé là, notamment sur le dossier Barcola, mais je dois dire que j'en ai assez, car depuis des semaines et des semaines, des supporters, notamment du PSG, me disent, mais c'est tous les jours quasiment, signature imminente de Barcola au PSG. Ça fait 6 semaines que j'entends ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le terme imminent. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est imminent. Mais depuis 6 semaines j'entends ça, donc j'en ai marre. Donc c'est pour ça que parfois j'ai des réponses dans les commentaires qui sont quelque peu tranchantes. Mais à un moment donné, les fake news, j'en ai ras-le-bol. Les gens qui me disent j'ai des infos, et qui sortent ça du chapeau, ça commence à me casser les pieds. Les gens qui contestent tout, notamment ce que disent des journalistes qui ont fait la preuve de leur sérieux, comme Vincent Duluc et Hugo Guimet, à un moment donné, ça commence à me casser les pieds. Vous trouverez très très peu de fake news sur ma chaîne parce que je fais très attention à ce que je publie. C'est ce qui fait la crédibilité de ma chaîne. C'est ce qui fait que beaucoup de gens apprécient le travail que je fais. Parce que justement, vous pourrez regarder sur l'historique de mes vidéos, vous ne trouverez quasiment aucune vidéo sur le départ de Barcola. Tout simplement parce que ce départ n'a aucun sens.
Donc voilà, je tenais à faire cette précision car effectivement je suis agacé de devoir répondre à des gens qui me racontent n'importe quoi, qui ne lisent pas, qui n'écoutent pas ce que je dis et qui déforment les propos pour rester dans leur propre délire et à force, ça commence à m'agacer. Il faut savoir que le mercato, la période de mercato, alors à la fois c'est bien pour la chaîne parce qu'effectivement ça attire du monde, ça fait des vues, on va pas se mentir, mais il faut savoir tout ce que c'est en amont. C'est énormément de travail, de temps passé pour justement dénicher les infos, apprécier la crédibilité de ces infos, puisque ma hantise c'est de publier des infos bidons. Donc j'essaye de faire le tri dans tout ce qui est publié, et croyez-moi, il y a énormément de saucisses, hein, donc il faut faire le tri dans tout ça. Donc ce que je publie, c'est quelque chose que j'estime sérieux, crédible. J'engage, à mes yeux, la crédibilité de la chaîne. Et je pense que si des gens m'apprécient, c'est aussi parce qu'ils savent très bien que je ne leur raconte pas de saucisses, que j'essaye de coller à la réalité et que je ne publie pas n'importe quoi pour faire des vues. Non, j'essaye vraiment d'être sérieux. Donc quand des gens viennent me donner des avis contraires, les avis contraires, chacun a le sien. Mais quand on vient contester des faits, ça me casse les pieds. Voilà. Alors, on va parler justement un petit peu du mercato. Je vais vous publier un lien en français, hein, je vous le dis tout de suite, d'un site qui s'appelle Nordisk Football, qui a fait un article très très intéressant sur Ernest Nuamah. Alors beaucoup me demandent comment se fait-il que ce transfert n'est toujours pas officialisé. Alors pour tout vous dire, je n'en sais rien. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec son visa. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Hugo Guimet a dit que le contrat était signé. Vincent Duluc a dit que ce matin dans l'équipe, des médias danois avaient dit que le transfert d'argent n'avait pas été fait, tatati tatata, c'est pour ça qu'on n'a pas pu officialiser. Édouard J dit que le contrat n'est pas encore signé, donc vous voyez, on a des sons différents. Alors c'est pour ça que je ne publie rien de particulier, puisqu'il y a des faits divergents de la part de personnes qui, selon moi, sont toutes crédibles. Donc tant qu'une vérité ne s'impose pas, pour moi, je ne parle pas. Ça ne sert à rien de faire des conjectures. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ce transfert. C'est ce que la plupart des médias disent. Ce sont des détails à régler. Si c'est un transfert d'argent, il sera fait. Si c'est un problème de visa, ce sera réglé aussi. Donc, de ce que j'entends, mais moi je n'ai pas d'infos particulières. De toute façon, je n'ai aucune info. Les seuls scoops que j'ai donnés, c'est des infos que j'ai trouvées dans des médias étrangers. Mais donc sur Nuamah, bah, écoutez, c'est en cours. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Concernant Guido Rodriguez, vous le savez, c'est vraiment la super priorité, vraiment. Si on arrive à faire ce joueur, franchement, on aura vraiment réalisé un très très gros coup. Alors, le président du Betis, Angel Ajo. Je veux prolonger le contrat de Guido Rodriguez. Je lui ai proposé un super salaire. Je ne veux pas qu'il soit libéré à la fin de la saison. Lyon et Fenerbahçe. Alors, qu'il soit libéré, il veut dire qu'il parte libre. C'est une traduction automatique, hein, je le dis tout de suite. Vous voyez ici, c'est une traduction du turc. Puisqu'en fait, cette interview a été publiée sur un site turc. Puisqu'en fait, le Fenerbahçe a également fait une proposition de 12 millions plus 3. Donc, que le Betis a refusé. Mais le Betis, en même temps, dit si il ne prolonge pas, eh bien, on le fera partir. Et Vincent Duluc nous a dit hier, donc dans l'équipe du soir, eh bien, que Guido Rodriguez est d'accord avec l'Olympique Lyonnais. Donc s'il est d'accord avec l'Olympique Lyonnais, je ne vois pas comment il pourrait prolonger. Ou alors il nous a enfumé, ce qui est possible aussi. Enfin, je veux dire, on est en période de mercato, tout est possible, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc il faut toujours être prudent.
Si la piste Rodriguez échoue, ce qui est possible, hein, comme je le dis, chacun essaye de tirer le maximum de profit de la situation. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez donc de ce match contre Nice. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous n'y croyez pas du tout? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.